Bonjour et bienvenue à tous à ce dossier du jour. À l'occasion de la rentrée scolaire nationale, deux institutions internationales, en l'occurrence l'UNICEF et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, publient un rapport conjoint où ils dressent un état des lieux de l'état de l'éducation nationale et en l'occurrence avec un focus sur l'intégration des enfants, la situation des enfants réfugiés au Maroc. Quelles sont les principales conclusions de ce rapport et quelles sont ses recommandations? Éléments de réponse aujourd'hui sur ce plateau en compagnie du représentant du HCR au Maroc, Jean-Paul Cavalieri. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on enlève un peu cet amalgame qui peut se faire entre enfants de migrants et enfants réfugiés, en l'occurrence avec le cas du Maroc. Très bien. Les migrants, ce sont des personnes qui quittent leur pays pour des raisons de convenance personnelle, pour études, pour chercher du travail. Parfois, ils fuient des conditions difficiles comme la pauvreté. Les réfugiés sont des gens qui fuient leur pays du fait de la guerre, du fait de conflits internes, du fait de persécutions ou de graves violations des droits de l'homme. Ici, au Maroc, la majorité sont des réfugiés en provenance de Syrie, d'Irak, du Yémen, mais aussi de Centrafrique, voilà. D'autres pays subsahariens qui sont affectés. Donc ce sont des gens qui fuient les persécutions et les guerres et qui ne peuvent pas rentrer chez eux, à la différence des migrants qui peuvent toujours rentrer chez eux. En deux mots. Alors, en ce qui concerne justement la scolarisation de ces enfants réfugiés, déjà les chiffres sont alarmants en ce qui concerne la scolarisation des enfants de migrants qui sont en âge d'aller à l'école, moins de 30% au Maroc. Quels sont vos constats sur cet aspect? Alors je crois qu'il est toujours bon de partir de ce qui a été accompli. Si on regarde l'enseignement primaire en parlant des réfugiés, c'est-à-dire les années essentielles, les années principales, structurantes pour la petite enfance, les chiffres sont de 84% d'enfants réfugiés scolarisés. Ce qui est somme toute remarquable, parlant d'enfants réfugiés. Ce succès, je crois que au niveau global, dans le monde, on va parler d'un succès. C'est le succès du Maroc, tout d'abord. Le succès du Maroc qui, à travers sa politique nationale d'immigration et d'asile, a ouvert toutes les portes de toutes les écoles publiques aux petits-enfants réfugiés, qui peuvent donc avoir un accès libre et gratuit à l'éducation publique, au même titre que les enfants marocains. Et ça doit être salué. Si on regarde le secondaire, là, on voit qu'on est à 54% de scolarisation. C'est là qu'il y a un véritable défi. Pourquoi cette différence? Parce que dans le secondaire, on a affaire à des enfants qui sont arrivés plus tard dans les pays d'accueil, qui ont passé plusieurs années sur des routes d'exil et qui, lorsqu'ils arrivent dans un pays d'accueil, la scolarisation s'avère plus difficile parce qu'il y a tout un rattrapage à faire qui est plus difficile à cet âge de la préadolescence que lorsqu'on parle du primaire. Alors justement, quand on parle d'évolution, comme vous venez de l'évoquer, est-ce qu'il y a des recommandations? Certainement dans ce rapport. Si oui, quels en sont les principaux points, et en l'occurrence, et du HCR et ceux de l'UNICEF? Très bien. Je crois que, avant de parler de recommandations globales, je crois qu'il faut comprendre que les programmes d'éducation, parlant des réfugiés, des enfants réfugiés, ce sont des programmes de protection. Parce que lorsqu'on scolarise un enfant réfugié, c'est un enfant qui est protégé d'actes comme la mendicité ou le travail précoce ou parfois même le mariage précoce. On parle de familles qui sont déstabilisées par l'exil, qui ont fui, qui ont perdu beaucoup de choses, pour qui la priorité, ça peut être le logement, trouver de quoi manger aujourd'hui. L'éducation n'est pas toujours une priorité. Donc permettre la scolarisation d'un enfant réfugié, c'est en fait protéger cet enfant d'actes qui seraient nuisibles pour lui-même et qui peuvent venir des parents parce que voilà, c'est pas toujours la priorité du moment. Donc il faut accompagner ça. C'est ce que fait le ministère de l'Éducation marocain, c'est ce que fait aussi le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de l'immigration, avec l'appui du HCR à cette donc stratégie nationale d'immigration et d'asile. Pour ce qui est du HCR, nous avons un programme d'assistance financière, ce sont des allocations financières qui permettent de maintenir les enfants en état de scolarisation pour payer les fournitures scolaires, la cantine, le transport, l'accès lui-même étant gratuit. Donc s'il y a une recommandation à faire, je dirais d'abord c'est de continuer ce qui marche et ce que fait le Maroc et ce qu'il fait bien, c'est-à-dire cette politique d'accueil, de non-discrimination et d'inclusion.
Ce qu'il faut continuer à faire, et peut-être davantage, c'est de prendre en compte la spécificité, la vulnérabilité de ces enfants réfugiés, qui pour certains ne sont pas de langue maternelle arabe, et donc tout ce qui est l'accompagnement, les cours de soutien scolaire, ou les cours de rattrapage, les cours de langue, les cours de mise à niveau que le HCR fait, qui existent aussi dans les régions avec les autorités marocaines, et qu'il faut continuer à faire pour que ces programmes continuent à intégrer les petits Marocains, mais de plus en plus d'enfants migrants et d'enfants réfugiés qui ont des besoins spécifiques, qui sont plus en arrière en quelque sorte. Alors, quand on parle de ces enfants, de ces aspects d'accompagnement et surtout d'adaptation, enfin pour les aider à s'adapter, au-delà de l'école, est-ce qu'il y a d'autres programmes, notamment initiés par le HCR, mais peut-être en collaboration avec d'autres institutions ou ministères marocains, pour justement aider à plus d'intégration de ces enfants? Oui, c'est très bien. Je crois que, hormis les ministères que nous avons mentionnés, qui sont les premiers concernés, je crois que le travail que fait le ministère du Travail et l'Entraide nationale est très important parce qu'il travaille sur le créneau de la formation professionnelle, c'est-à-dire après l'enfance, de jeunes adultes vont pouvoir apprendre un métier. Et je crois que ce qui est très important, c'est que les enfants ou les adolescents qui ne sont pas scolarisés, ce sont des enfants qui vont être plus vulnérables à des phénomènes comme la délinquance. Et de les scolariser, de leur donner cette chance de l'accès à un apprentissage, c'est aussi une question de protection pour le pays d'accueil, mais c'est aussi un investissement pour l'avenir, c'est-à-dire que ces gens-là, devenus adultes et citoyens, peuvent être une contribution à la société d'accueil. On le voit bien au Maroc pour tous les gens qui travaillent, qui contribuent, les réfugiés, aussi les migrants, mais aussi et surtout, lorsqu'ils seront capables de rentrer dans leur pays d'origine, ce sont des gens qui auront acquis quelque chose dans le pays d'accueil, peut-être pris quelque chose de cette culture d'hospitalité et d'accueil, par exemple ici au Maroc, et qui le ramèneront chez eux. Quand un jour la paix viendra, et il faut souhaiter que ce soit le plus tôt possible en Syrie, c'est les Syriens, personne d'autre qui va reconstruire la Syrie. Et bien sûr avec l'aide de la communauté internationale, mais c'est avant tout les citoyens et les petits Syriens qui étudient aujourd'hui dans les écoles marocaines, qui seront les citoyens syriens de demain qui reconstruiront la Syrie. Alors, juste pour terminer, selon votre expérience ou l'expérience de votre organisation dans le monde, qu'est-ce qu'une intégration réussie? Quels sont les ingrédients d'une intégration réussie et quels en sont les atouts? Vous en avez cité quelques-uns de reconstruction, mais quels sont les ingrédients déjà pour dire qu'un réfugié est bien intégré dans un pays? Réfugié bien intégré dans un pays, je crois, lorsqu'il est traité comme un citoyen et lorsque lui-même arrive à vivre au milieu des nationaux, en l'occurrence les Marocains, et qui trouve sa place dans le système scolaire. C'est important de voir que dans un pays comme le Maroc, on trouve des réfugiés à tous les niveaux de la vie sociale. On a des réfugiés qui nous disent je rends grâce à Dieu parce que j'ai plus besoin de l'aide du HCR. Grâce à mon voisin, j'ai trouvé une place de travail. Grâce à mes coreligionnaires à la mosquée, ils ont pu m'aider. Et puis maintenant, je vais monter une petite affaire, etc. avec eux. Donc lorsqu'il y a vraiment ce vivre ensemble entre la communauté d'accueil et le réfugié, je crois que l'effort doit être réciproque. Encore une fois, c'est bien important de signaler qu'un état de réfugié, c'est un état qui doit être temporaire. Le but ultime, la solution idéale, c'est le retour un jour dans le pays d'origine. Et au plus la personne a pu travailler, s'intégrer dans la société d'accueil, au plus ça fait de lui une contribution à la société, tant qu'il est là, et ça fera un atout à la reconstruction du pays d'où il vient. Jean-Paul Cavalieri, je vous remercie pour l'ensemble de ces éclairages et je rappelle que donc ce rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que l'UNICEF sur cette intégration des enfants réfugiés dans le système éducatif marocain vient de sortir et est disponible. Encore une fois, merci à vous. Merci. Très très bonne suite des programmes, je vous souhaite sur Médien TV et bien sûr sur medientv.com.